Bonjour. Il est clair que les microcontrôleurs se prêtent à merveille à réaliser des tâches d'automatisme. Or, dans le monde francophone, quand on parle d'automatisme, on parle toujours de graph-set. Et alors souvent mes étudiants me disent « Ah, si je veux faire un graph-set, alors je dois acheter un automate programmable. » Eh bien pas du tout. Les graph-sets, c'est tout à fait aussi possible de les programmer, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je ne vais pas refaire la théorie des graph-sets, ce serait trop long. Je vais juste donner quelques rappels qui nous seront utiles pour ce que nous avons à faire. Ensuite, nous regarderons donc comment programmer en C un graph-set. Et bien sûr, nous l'appliquerons à l'exemple que nous voyons pour la 4e fois, le fameux exemple de la perceuse qui descend et qui monte. Alors, vous reconnaissez ici un exemple de graph-set. Par rapport au graphe d'état que nous avons utilisé, il y a un certain nombre de différences qui sont des détails. Les étapes des graph-sets, c'est ce qu'on appelait des états. L'étape initiale, les étapes initiales, on va voir pourquoi. Les transitions, c'est la même chose que dans les graphes d'état. On parle de réceptivité, ça correspond à la condition liée à une transition. On peut avoir des divergences en OU, c'est le cas ici. C'est la même chose que dans les graphes d'état. Depuis cette étape, on peut arriver à celle-là ou arriver à celle-là selon que cette transition ou cette transition va être franchie. Par contre, les divergences en et sont quelque chose qui n'existe pas dans les graphes d'état. Ici, si cette condition, si cette transition est franchie, on va activer à la fois cette étape et cette étape. Ce qui signifie qu'on peut avoir deux ou plusieurs étapes actives au même moment. Alors que dans un graphe d'état, on avait toujours un et un seul état actif à un moment donné. Et cette généralisation est extrêmement intéressante, extrêmement puissante. C'est en quelque sorte le multitâche de l'automatisme. Alors commençons l'écriture de notre programme en C. On va définir le nombre d'étapes qu'on aura dans notre graph-set, ou le nombre maximum, le nombre de transitions qui vont apparaître, de telle manière qu'on puisse créer un tableau qui s'appelle étape et un deuxième tableau qui s'appelle transition. En fait, ces deux tableaux vont contenir des valeurs booléennes, donc considérées comme vraies ou comme faux. Si une étape est active, la valeur correspondante sera vraie. Si elle est inactive, elle sera fausse, donc égale à 0. La même chose pour les transitions. Si une transition est franchissable, alors la valeur qui se trouve dans ce tableau va être vraie. Comme dans tous les programmes, on aura une procédure d'initialisation des entrées-sorties. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça va évidemment dépendre du processeur utilisé. Nous avons une procédure ici qui permet de lire les entrées, l'ensemble des entrées. L'idée, c'est, à un moment donné, de faire la lecture de toutes les entrées une et une seule fois. Ensuite, on va pouvoir regarder des conditions logiques sur ces entrées dont dépendront les transitions. Mais si on faisait plusieurs lectures, on pourrait avoir des incohérences. Donc c'est extrêmement important d'avoir une variable qui va contenir la valeur de l'entrée lue au début de la procédure. Je regarde tout de suite le programme principal. Initialisation des entrées-sorties. Initialisation des étapes, elles vont toutes être inactives, sauf là où les étapes, ici peut-être la première, qui va être activée. Mais je vous rappelle, il pourrait y avoir plusieurs étapes initiales. Le principe du graph-set permet d'avoir plusieurs étapes actives en même temps. Ensuite, on a une boucle infinie qui va répéter ces procédures. Première chose, j'affecte les sorties. Comme la première fois, j'ai déjà au moins une étape active,
je peux, en fonction des étapes actives, de là ou des étapes actives, affecter les sorties correctement. Je vous rappelle que les valeurs des sorties ne dépendent que de l'étape ou des étapes actives. Ensuite, on va exécuter cette procédure qui lie les entrées et qui mémorise dans des variables ces valeurs des entrées. Puis ensuite, on va successivement calculer les transitions. Sont-elles franchissables? Ensuite, on va désactiver les étapes pour lesquelles une transition franchissable justifie de la désactiver et activer les étapes qui sont le résultat du passage de transition. C'est le principe même du graphe 7, c'est les règles d'évolution du graphe 7. Vous retrouvez ce principe dans tous les documents qui décrivent ce qu'est un graphe 7. Alors, je reviens au détail sur ces quelques procédures. Celle qui calcule les transitions, il va falloir regarder pour une transition donnée de quelle étape elle dépend, à quelle étape elle est connectée en haut, en dessus, en amont. Il faut appliquer la réceptivité. On doit faire le « et » logique de ces deux conditions et on mémorise si cette transition est franchissable. Ensuite, pour la désactivation, de nouveau, il va falloir regarder le graphe 7 et regarder que si cette transition est franchissable, alors telle étape doit être désactivée. Et de la même manière, si cette transition est franchissable, telle étape, qui est l'étape suivante, doit être activée. Et finalement, affecter les sorties en fonction de l'étape qui est active. Si cette étape, et on le fera pour les suivantes aussi, est active, alors on écrit les valeurs de sortie selon la définition de l'étape. Peut-être un exemple vous facilitera la compréhension. Notre perceuse, j'espère que vous vous en souvenez, nous l'avions décrite par un graphe d'état, arrêt, descente, montée, 3 transitions. Dessinons un graphe 7 parfaitement équivalent. Arrêt, descente, montée. Les transitions avec les réceptivités start, bas et haut. Et pour chacune des étapes, les valeurs de sortie, toutes les valeurs sont à 0, c'est ce qu'on avait là. Avance est activé, c'est ce qu'on a là. Recul est activé, c'est ce qu'on a là. Alors, regardons comment nous pouvons écrire ce programme pour la perceuse. Nos variables étapes et transition. Le nom des étapes, qui seront aussi les indices avec les nums. Les variables dans lesquelles les entrées seront mémorisées, c'est justement dans cette procédure que ces variables sont lues. Pour le calcul des transitions, pour chacune des transitions, on va regarder quelle est l'étape précédente, quelle est la réceptivité, on fait le « et » logique et on mémorise la valeur. Ici, l'arrêt, ça correspond au start. Quand on est en descente, c'est bas qu'on va attendre. Quand on est en montée, c'est haut qu'on va attendre. On va pouvoir ensuite désactiver les étapes qui seront franchissables. Si cette transition est franchissable, alors l'étape précédente est désactivée, de la même manière pour les autres transitions. De même, on va activer les étapes qui doivent l'être, toujours en fonction de la transition. Et ici, on va passer en descente, en montée et à l'arrêt. Et finalement, la procédure affect-sortie va simplement tenir compte des différentes valeurs. Je dois écrire la valeur avance en descente et la valeur recul en montée. Voilà finalement le programme principal qui a la même allure que ce qu'on avait tout à l'heure. L'initialisation,
la mise à zéro, l'inactivation de toutes les étapes, l'activation de la première étape, et cette boucle qui, en permanence, exécute ces procédures, affecter les sorties, lire les entrées, calculer les transitions, désactiver les étapes qui ont été franchies, activer les étapes suivantes. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est bien compliqué pour ce programme de la perceuse qu'on avait réussi à écrire de manière infiniment plus simple. Certes, pour un graph set simple, c'est trop compliqué. Mais pour un graph set compliqué, ça va être beaucoup plus simple parce que la méthode, elle est systématique. On s'occupe des étapes, on s'occupe des transitions, on s'occupe des entrées, on s'occupe des sorties. Une fois qu'on a tout fait, ça fonctionne du premier coup, si on n'a pas fait de faute. Il est souvent nécessaire d'ajouter des temporisations dans les graph sets. Et notre système s'y prête parfaitement bien. Il va suffire d'ajouter un délai dans la boucle principale. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Par exemple, 1/100 de seconde. Et ensuite, dans la boucle principale, pour chaque timer, qui aura été initialisé au début à 0, on écrira « Si le timer est supérieur à 0, alors on le décrémente ». Alors, il faut bien comprendre qu'au moment où on entre, par exemple, dans une étape qui nécessite un timer, on initialise le timer avec la bonne valeur, et il suffira ensuite de tester s'il est égal à 0 pour savoir si le temps en question a été écoulé. Lorsqu'on a plusieurs timers, on procédera de la même manière avec un tableau de timers qu'on initialise à 0 pour le nombre de timers qu'on a prévu. Et dans la boucle principale, de nouveau, pour chaque timer, on va tester s'il est supérieur à 0 et on va le décrémenter si c'est le cas. Voilà ici le delay, l'attente d'1/100 de seconde de la boucle principale. Et par exemple, pour le calcul d'une transition, on pourra ajouter if timer numéro 3 est égal à 0, alors on va faire telle ou telle chose. Alors je tenais à vous montrer qu'il est possible de programmer des graph sets avec un microcontrôleur. Avec l'habitude, ça n'est pas compliqué et c'est parfois beaucoup moins coûteux que d'acheter un automate programmable.